Bonjour à tous et bonne année au nom de la banque et des bureaux régionaux de Bruxelles et de Wallonie. Je vous souhaite donc la bienvenue pour ce premier déjeuner financier de 2021. On espère évidemment un retour progressif, du moins, vers une certaine normalité et une certaine convivialité. En attendant, nous démarrons donc l'année comme on l'a terminée l'année passée, c'est-à-dire en privilégiant un mode secure pour la communication avec vous. Et donc, nous continuerons et probablement pour les prochains mois également à travers ce média. Voilà, pour ce premier déjeuner financier, nous avons le plaisir d'accueillir comme orateur Pierre Rozou. Pierre Rozou, vous le connaissez probablement, oui, il a déjà eu l'occasion de participer. Il fait partie, avec Jean-Marc Turin, de l'équipe de gestion de nos fonds patrimoniaux. Et nous sommes heureux de l'avoir aujourd'hui parce qu'il a une expertise aussi un petit peu plus particulière sur tout ce qui est marché de taux et le monde obligataire, ce qui est toujours intéressant comme prisme d'attaque également. Voilà, donc la formule, vous la connaissez bien, vous êtes en mute avec vos micros et vos caméras, donc vous avez la possibilité néanmoins de poser vos questions pendant l'exposé à travers la rubrique Q&A qui se trouve à droite de votre écran. Et moi, je ferai une synthèse en fin d'exposé pour poser vos différentes questions. Voilà, Pierre, je te passe la parole et par rapport à la fin 2020, on sait qu'on a déjà évacué quelques incertitudes sur la partie géopolitique avec le Brexit et les élections américaines. Et donc, merci de nous reposer fraîchement les fondamentaux sur lesquels on peut regarder l'année qui commence. Merci. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous souhaiter une belle année 2021. Je vous souhaiterais que deux choses. En fait, je vous souhaite de rester en forme et de pouvoir très rapidement retrouver votre famille et vos proches. Finalement, c'est ce qu'on souhaite tous. Alors, l'agenda de la présentation, il est assez classique, mais assez complet aussi. Je commencerai par une revue de 2020. Pour la suite, en fait, je passerai en revue d'abord les marchés obligataires par rapport aux marchés actions. Comme Marc l'a dit, mon expertise est davantage sur les marchés obligataires, avant de faire une synthèse des recommandations. Au niveau de 2020, petite question pour commencer, est-ce que vous pourriez classer les performances de ces actifs en 2020 par ordre décroissant, performances ramenées en euros? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Ok, donc voilà, je vous donne la réponse quand même. C'était pour rendre un peu le webinaire un peu interactif. Donc, l'or aura surperformé en fait les actions américaines, suivi des obligations d'État en euros et des actions européennes. En fait, quand on regarde l'année 2020, on observe finalement des performances assez remarquables. Pour commencer avec l'or, effectivement, plus 15% cette année ramené en euros. L'or aura vraiment joué son rôle de valeur refuge. Au niveau des actions, belle performance aussi, un indice mondial monte de 6,7%, principalement tiré par le marché américain, 10,8%. Le marché émergent n'est pas en reste avec 8,5%, tiré par la Chine qui gagne quasiment 27% cette année, là où le marché européen finit finalement en rouge, à moins 3,3% pour l'Europe. Les obligations ont joué le rôle d'amortisseur, en tout cas pour les obligations d'État, un panier d'obligations d'État en zone euro plus 5%, les obligations d'État américaines plus 8%. Attention, si vous n'aviez pas hedgé votre devise, donc vous êtes protégé contre une variation du dollar, là, vu la variation du dollar qui était négative de plus ou moins 8% sur l'année, vous auriez perdu un peu d'argent. Et donc les obligations ont joué leur rôle finalement en 2020. Au niveau devises, je dirais que c'est principalement les devises émergentes qui se sont fortement dépréciées, offrant peut-être des opportunités pour cette année. Si on regarde l'évolution des actions en 2020, donc comme je le disais, une belle année boursière, plus 6,7% pour un indice mondial ramené en euros. En fait, on est revenu au niveau d'avant-crise, je dirais avant Covid, marqué par un mois de novembre assez exceptionnel. En fait, le mois de novembre était le meilleur mois pour un indice, par exemple, d'actions européennes depuis 1975. En fait, sur 2-3 séances début novembre, vous avez gagné 6-7% entre le 2 et 5 novembre,
qui équivaut finalement à la performance de l'année. Donc ça montre vraiment l'importance de rester investi et d'accepter cette volatilité. L'année 2021, alors on ne le voit pas sur le graphe, mais commence très bien aussi. Pour un indice mondial, on est en hausse déjà de 3% après à peine 2 semaines. Si on fait une revue donc de 2020, imaginez que vous êtes dans un laboratoire et que vous faites des expérimentations. Ben, finalement, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une mise à l'arrêt forcée d'une partie de l'économie pour protéger la population. De facto, les États qui lancent des plans de soutien, mais qui entraînent en fait une explosion des déficits et de la dette publique. Plan de soutien par rapport, notamment par exemple avec de l'hélicoptère monnaie, donc ces chèques qui sont octroyés aux ménages sans contrepartie, ça a été vraiment une révolution notamment aux États-Unis. Et donc pour financer ces déficits, on a des interventions des banquiers centraux, mais qui sont désormais illimités et qui permettent en fait d'avoir des niveaux de taux raisonnables pour en fait que l'endettement soit soutenable au niveau des États. On a une sorte d'explosion de la productivité, ou en tout cas ces sociétés qui sont forcées de s'adapter via la digitalisation notamment, et puis ces excès de liquidité qui oui, peuvent, ci et là, former des bulles, on en discutera aussi. Donc, premier thème majeur de 2020, je dirais, c'est cette action conjointe des banquiers centraux et des gouvernements, c'est l'événement majeur de 2020. Et c'est vrai que c'est la grosse différence par rapport à 2008-2009 où les banquiers centraux ont mis des années pour nous sortir de la crise, où les États ont été assez prudents pour relancer la machine. Là où ici, on a vu vraiment une croissance assez importante de la masse monétaire. Ici, c'est la masse monétaire américaine, donc qui représente en fait les billets en circulation, les pièces, les dépôts auprès des banques. Et donc cette masse monétaire, elle vient soutenir l'économie et en partie, bien sûr, et en partie, elle vient aussi alimenter les marchés financiers, comme on le voit avec la hausse des marchés actions. Au niveau des politiques monétaires, donc assez accommodantes, en fait, quand on regarde ici la Fed, elle a forcément assez fortement baissé ses taux. En fait, aujourd'hui, la Fed a vraiment un mandat de 2% en moyenne d'inflation à travers les cycles. Ce qui veut dire, en fait, que comme on a eu dernièrement une inflation en dessous des 2%, elle n'hésitera pas à laisser, je veux dire, décoller un petit peu cette inflation vers les 2,5, peut-être 3, avant de commencer à retirer la prise. Et on l'a vu hier, Powell a encore fait un discours qui allait tout à fait dans ce sens. Et c'est pourquoi le marché aujourd'hui n'anticipe pas de hausse de taux avant 2023, courant 2023. Et au niveau de la BCE, c'est plutôt même 2025. Donc, tant que la reprise est fragile, je dirais, les banquiers centraux seront derrière nous. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est le fiscal. Le fiscal, où on voit en fait, quand on regarde la dette des pays de l'OCDE, ben oui, le total de la dette va forcément continuer à monter. 2020, on voit une détérioration des ratios dette sur PIB. Mais par contre, pour la suite, finalement, ces ratios devraient rester soutenables. Soutenables dans la mesure où, donc, comme je le disais, les taux sont contrôlés ou en tout cas sont maintenus à des niveaux artificiellement bas et la croissance nominale devrait tout de même repartir progressivement. Tandis qu'au niveau des déficits, on le voit, les États-Unis ont été beaucoup plus agressifs en termes de relance, un déficit de 15%, là on est plutôt à 10% en zone euro. Et la question aujourd'hui, c'est vrai, c'est encore combien de temps faut-il soutenir l'économie? Encore le dilemme est plutôt de est-ce qu'on va continuer à aider des sociétés qui ne sont peut-être pas vraiment rentables, là où on pourrait avoir une meilleure allocation du capital et développer d'autres projets. Et c'est vrai qu'on voit aussi en Europe que finalement la Commission européenne prend un peu le relais des États avec ce Next Generation Fund et cette transition énergétique. Au niveau des US, ça fait le lien avec mon deuxième thème. On voit la fin des sagas politiques, ou en tout cas, on a été tenu en haleine pendant 4 ans avec la présidence de Trump et avec le Brexit, deux événements qui se sont finalement clôturés en même temps, et certainement une baisse des tensions politiques, géopolitiques, pour ici la fin d'année 2020 et pour l'année 2021, ce qui est une bonne chose, comme les marchés n'aiment pas la certitude. Au niveau de l'administration Biden, c'est assez intéressant de voir que donc, ce qui s'est passé en Géorgie et le fait que finalement le Congrès passe plus ou moins aux mains des démocrates a entraîné en fait directement sur les marchés une baisse du dollar et une hausse des taux d'intérêt, le marché anticipant davantage de plans de soutien de la part de l'administration Biden. Et on le lit ce matin en fait dans la presse. Donc Biden a présenté un plan de 1,9 trillion
de dollars. En fait, il est assez pressé de mettre en avant son plan parce qu'on a vu des chiffres d'emploi assez décevants récemment aux États-Unis. Et ce plan vise en fait à augmenter les chèques qui seraient distribués aux individus. Donc on parlerait de 1400 dollars en plus. Il vise également à améliorer en fait le processus de vaccination, à soutenir les États localement. Et on pense que la probabilité est assez élevée que ce plan soit accepté au Sénat. D'autre part, on parle déjà aussi d'un deuxième plan plutôt pour février, un plan ici plutôt d'infrastructure, qui lui par contre devra être financé par sans doute des hausses de taxes au niveau société, au niveau des personnes les plus aisées, donc à voir un petit peu en pratique, mais certainement une politique fiscale assez accommodante. Par rapport au Brexit, là je serai plus bref, je dirais que finalement on a peut-être un deal peut-être finalement équilibré, mais à court terme les effets du Covid vont sans doute masquer l'impact réel du Brexit. Troisième thème, c'est finalement la pandémie qui a accéléré les tendances structurelles de l'économie, donc la digitalisation de l'économie. En fait, on observe vraiment que la part des achats en ligne par les consommateurs américains pour tout ce qui est hors alimentaire a vraiment explosé cette année. Et de manière générale, en fait, la technologie prend un pouvoir de plus en plus important dans notre économie et même au niveau des marchés financiers. Au niveau des marchés financiers, l'indice technologique, si je prends les États-Unis, a monté de 34% l'année passée, largement surperformant son indice respectif. Et le corollaire, c'est que les valorisations sur ce segment commencent quand même à être assez élevées. On constate ici, donc ça c'est la valorisation relative du secteur. On prend un métrique qui est le price earnings, donc cours sur bénéfice. On a une prime de plus ou moins 75% par rapport au reste du marché et même par rapport à son historique respectif. Donc attention, d'autant plus que quand on l'observe, ce qui se passe avec Facebook, Twitter qui se permettent de stopper le compte d'un président, il y a sans doute plus de régulation qui est à venir. Donc peut-être un trou d'air à venir sur ce secteur, ou en tout cas à surveiller. Au niveau des investissements durables, aussi une tendance très forte qui s'est confirmée en 2020, où on observe en fait des flux importants vers les stratégies d'investissement qui mettent en avant le côté durable des sociétés. L'impact, c'est forcément des bonnes performances. En fait, généralement, ce genre de stratégie a surperformé de 3 à 4% une stratégie classique, mais entraînant là aussi des valorisations qui sont un peu plus tendues par rapport au reste du marché, avec des primes de 15 à 20%. Donc, là aussi, si je veux dire, à court terme, si on voit la reprise se confirmer, c'est peut-être pas les stratégies qui pourraient avoir une corrélation la plus élevée par rapport à la reprise du marché. Donc, à surveiller également. Et enfin, attention aux bulles. Alors je ne vous parle pas de Tesla ou du Bitcoin. Enfin, ce que je dirais simplement, c'est que qu'est-ce qui caractérise une bulle? C'est un mouvement exponentiel, une hystérie des investisseurs et surtout de l'argent retail qui se déverse très largement avec un horizon très court terme. Et c'est ce qu'on observe sur ces deux graphiques ici. Pour Tesla, Tesla compte aujourd'hui à 1300 fois les bénéfices attendus. Sa capitalisation boursière, elle est supérieure à la capitalisation boursière des 8 constructeurs les plus gros qui la suivent. Donc, c'est assez hallucinant. Et pour le Bitcoin, je pense que c'est très spéculatif. Et même Lagarde l'a dit récemment dans un discours. Voilà, donc attention quand même à ce genre de schéma. Voici pour 2020. Tour d'horizon maintenant macroéconomique. Alors, au niveau de la pandémie, la suite n'est pas fin malheureusement parce qu'elle n'est pas complètement sous contrôle. Ce que je dirais, c'est qu'il y a quand même une lueur d'espoir quand on observe en fait cette collaboration entre la sphère privée et les gouvernements pour développer ce vaccin, voir avec laquelle rapidité ça a été mis en place. Je pense que c'est peut-être une lueur d'espoir pour d'autres thématiques qui nécessitent aussi une certaine urgence, thématiques climatiques, etc. Mais bon, pour revenir à la pandémie, c'est clair que les cas sont en train de repartir à la hausse avec ces variants, notamment en Chine aussi, on voit les cas qui repartent à la hausse. Et donc, l'important, ça va vraiment être de regarder l'efficacité de cette vaccination. Toujours est-il que pour la fin d'année, on observe donc des indicateurs de mobilité qui sont en baisse et certainement que les chiffres macroéconomiques pour le premier trimestre 2020 vont être assez compliqués. Donc il va falloir regarder à travers ces chiffres. Et quand on regarde en fait en termes de vaccination,
Ce qu'on observe, c'est que pour fin mars 2021, on estime que la population, entre guillemets, à risque, ou en tout cas âgée de plus de 65 ans, ainsi que les gens travaillant dans les soins de santé, devraient être vaccinés. Ce qui permettrait quand même un déconfinement progressif pour l'avril-mai et une reprise tendancielle de l'activité, en tout cas pour le deuxième semestre. Et donc, patience à court terme, mais voilà, il faudra surveiller vraiment l'efficacité de la vaccination. Au niveau de l'environnement macroéconomique, c'est intéressant de comparer quand même les États-Unis et l'Europe, notamment au niveau des plans de soutien qui sont mis en place par les gouvernements. Et en fait, quand on compare les revenus des ménages, je veux dire, avant crise et à l'heure enfin, plus ou moins aujourd'hui, entre les États-Unis et l'Europe, on voit vraiment une grosse différence. C'est-à-dire que tous les plans de soutien ont fait en sorte que finalement le revenu des ménages a même connu une croissance aux États-Unis. La consommation privée a forcément baissé, mais n'a pas baissé autant qu'en Europe parce que finalement le revenu du ménage a mieux augmenté. Et donc on a une sorte d'épargne qui se crée et qui certainement pourra être utilisée pour alimenter cette reprise qu'on attend pour cette année. En Europe, on a aussi une épargne, mais par contre l'impact de la baisse de la consommation a été plus importante et les projets que Biden sont en train de mettre en avant va accentuer ce gap. Donc on pense quand même que la reprise peut-être encore une fois, devrait être plus rapide aux États-Unis qu'en Europe. Au niveau de la Chine, les indicateurs d'activité sont assez bons. En fait, la Chine a rebondi assez rapidement et a très bien résisté à la crise, à tel point qu'elle se permet d'adresser des problèmes de long terme. En fait, donc il y a beaucoup d'endettement au niveau des entreprises en Chine, ça on le sait, et on observe depuis maintenant quelques temps la Chine qui laisse quelques entreprises je veux dire, para-étatiques, faire défaut si elles ne sont plus capables de rembourser leurs dettes. Donc, elles laissent, entre guillemets, le marché être un peu plus efficient, essaye d'avoir une allocation plus efficiente des capitaux. Donc ça, c'est finalement plutôt une bonne nouvelle. Un autre point qui est par contre là un peu interpellant, c'est la story Alibaba. Donc Alibaba, c'est le Amazon chinois qui, donc fin d'année passée, a voulu mettre en bourse sa filiale de paiement Ant Group et mise en bourse qui a été annulée au dernier moment par le gouvernement chinois. Et en fait, ça a fait suite à un discours que le fondateur, Jack Ma, a pu avoir, et un discours assez critique envers le gouvernement chinois, dès lors que on le voit en fait, dès que la sphère privée commence à avoir une influence sur le politique, on voit le gouvernement qui squeeze un peu ces sociétés, même si c'est un champion technologique qui est important pour lui. Donc, point d'interrogation quand même, attention, c'est vrai que pour l'actionnaire, c'est certainement pas une bonne nouvelle, mais la macro est très bonne en Chine, et on pense que 2021 sera quand même devrait être une bonne année pour les pays émergents dans leur ensemble, pour différentes raisons qui sont mentionnées ici, mais certainement le fait que les rendements sont assez faibles chez nous, en tout cas au niveau obligataire, et donc la perspective de rendement plus intéressant dans un contexte où il y a énormément de liquidités pouvant être investies, pourrait profiter aux émergents, la meilleure visibilité de la politique étrangère aux États-Unis. Mais attention, forcément, c'est une classe d'actifs très hétérogène, donc certains pays vont encore souffrir de par des faibles fondamentaux. On le voit ici, lorsque les déficits budgétaires sont assez élevés, on a vu par exemple en 2020 une baisse de la devise du Brésil de l'ordre de 25%. Donc le marché est assez intelligent et tend à favoriser pour l'instant des pays plutôt en Asie que dans le reste du monde. Mais cette bonne santé de la Chine devrait pouvoir aider l'Europe. Dans la mesure où l'Europe est une économie très, très ouverte et où on le voit en fait, des indicateurs de confiance en Chine qui redémarrent devraient a priori aider la contribution des exports de l'Europe à la croissance de son PIB. Donc l'Europe devrait voir ses exportations a priori repartir un petit peu et ça devrait soutenir quand même notre économie. En tout cas, la dernière, enfin, je veux dire, la baisse ici récente des indices de mobilité, donc en fait suite à la deuxième vague, n'a pas entraîné une trop grosse baisse, je dirais, des indicateurs de confiance, que ce soit dans l'industrie ou dans les services. On s'attend en fait à une baisse du PIB européen, oui, de plus de 7% en 2020 et un rebond de l'ordre de 4,3-4,4% pour 2021. Mais donc, l'économie s'adapte et a priori, l'Europe devrait profiter de la bonne santé de la Chine.
Donc, en résumé, je dirais que le point le plus important, ce sera vraiment la distribution efficace des vaccins, mais on table sur une reprise graduelle de l'activité au deuxième semestre, des taux qui vont rester durablement bas, j'en reparlerai encore par la suite, certainement une politique fiscale plus agressive aux États-Unis, entraînant une reprise plus rapide de l'activité là-bas. Au niveau de l'inflation, alors l'inflation, ça va être une thématique assez compliquée. À court terme, il y a quand même pas mal de surcapacité dans l'économie, des surcapacités de plus de 5% et des excédents de capacité de l'ordre de 5%. Je pense qu'il y a encore du temps avant que ces excès soient résorbés, mais on va sans doute avoir des effets de base positifs. Donc le fait que le pétrole a dernièrement remonté un petit peu. Donc à court terme, peut-être un petit pic de l'inflation, mais temporaire et bon, à surveiller à moyen terme, notamment avec l'interventionnisme monétaire et fiscal qui va avoir forcément une influence clé. Voilà pour la partie, je dirais, plutôt économique. Revue des marchés obligataires, pour commencer. Imaginez donc maintenant que vous êtes dans le cadre d'une gestion multi-active, donc vous avez des actions du capital à risque sur le côté. Comment piloter la partie, je veux dire, obligataire de votre portefeuille? Donc sur ce graphe, en fait, je représente l'ensemble des classes d'actifs obligataires sur deux axes. Donc l'axe vertical étant le rendement annuel proposé par chaque classe d'actifs, et sur l'axe horizontal, sa duration, donc dit autrement, un proxy de la maturité de l'obligation. Donc moi, quand je pense obligation, je pense tout d'abord à protéger mon portefeuille, à avoir un objectif de décorrélation. Dans ce cadre-là, certainement les obligations de l'État sont celles à privilégier. Les flèches rouges représentent en fait la variation en termes de yield et en termes de duration entre fin 2019 et fin 2020. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les rendements moyens sur les dettes d'État en zone euro, on est même presque quasiment en territoire négatif. Donc c'est sûr qu'en termes de rendement, c'est assez faible. Par contre, on le voit, ça continue de bien protéger les portefeuilles. 2020, plus 5% pour un panier d'obligations en zone euro. Pareil, de très bonnes performances des États-Unis aussi. Donc ça fait toujours sens, mais et forcément essayer de trouver d'autres obligations qui peuvent apporter un peu de rendement. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une bonne diversification. En termes d'objectifs de rendement, on pense aux obligations d'entreprise qui vous exposent certainement à un risque de défaut si jamais sur l'entreprise. Et puis, on peut également penser à prendre un petit peu de risque de devise avec les pays émergents, mais là, un risque de devise doit pratiquement être assimilé à un risque action. Si je commence par les obligations d'État, ici, sur le graphe de gauche, en fait, j'illustre, si vous voulez, le taux à 10 ans américain par rapport à un indice de confiance de l'industrie américaine. Et c'est vrai que ce qu'on observe, c'est qu'en circonstances normales, le taux à 10 ans américain aurait dû sans doute plus rebondir que ce qu'il a fait dernièrement. Aujourd'hui, il est à un peu plus de 1%, il a un peu rebondi suite au plan de relance annoncé et attendu par l'administration Biden, mais tout de même, en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est les banquiers centraux qui achètent énormément d'obligations et qui capent ces hausses de taux. Quand on regarde par exemple la BCE, elle détient plus de 40% de l'encours de la dette d'État des pays en zone euro. La Fed, c'est un petit peu moins, mais c'est en forte augmentation. Plus de 20% de l'encours est détenu par la Banque centrale. Donc, ce qu'on a observé sur les taux américains, on l'observe encore plus sur le taux allemand. Par exemple, le taux allemand à 10 ans, qui est représenté ici, en fait, il n'a pratiquement pas évolué en 2020. Il est autour de moins 0,5, moins 0,5 qui est en fait le même taux que le taux directeur de la Banque centrale, le taux de dépôt que payent les banques pour déposer leur argent à la Banque centrale. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce niveau, c'est compliqué de voir le taux aller beaucoup plus bas. Et on pense plutôt que prochainement, il pourrait suivre un petit peu le taux américain, parce que cette divergence de taux, elle a quand même ses limites, et elle ne devrait pas non plus remonter vers les 2-3%. A priori, elle devrait rester autour de ces niveaux actuellement. Mais attention, ne pas résumer les obligations en zone euro à l'Allemagne. Je pense qu'il y a d'autres opportunités que l'Allemagne. Je pense à l'Espagne, à l'Italie et au Portugal. On voit ici encore des taux de rendement positifs. Donc c'est l'évolution des taux à 10 ans, donc par exemple ici de l'Italie. Les rendements sont certes assez faibles, mais ils sont quand même encore positifs. Et rappelez-vous, ce plan de relance de la Commission européenne, donc ce Next Generation Fund, amène finalement un filet de sécurité pour l'ensemble des pays de la zone euro. La Commission prend le relais des États, et donc le risque de défaut, entre guillemets,
dans la dette de ces pays, il est considérablement diminué depuis, et donc on peut, je pense, avoir une allocation raisonnable sur ce genre d'instruments aujourd'hui. Un autre focus, c'est les obligations durables. Les obligations durables, elles sont émises autant par des États que par des sociétés. En fait, on distingue généralement 3 types d'obligations durables. Les obligations de type green, social et soutenable. En fait, le point commun entre ces types d'obligations, c'est finalement l'utilisation de la dette. L'utilisation de la dette qui doit être bien allouée et spécifiée à des secteurs spécifiques, à des projets spécifiques. Donc, green pour une obligation green, sociale ou soutenable. Pour mieux comprendre, quelques exemples. En fait, si, à titre d'exemple, Daimler, par exemple, cette année, a mis en emprunt de plus de 1 milliard d'obligations green pour financer la production de voitures 100% électriques. On a par exemple la Commission européenne qui a émis cette année un emprunt de 17 milliards pour financer, donc c'est un emprunt social, pour en fait pouvoir faire derrière des prêts aux États membres qui, eux, allaient soutenir les plans de chômage des personnes temporairement sans travail. Et puis, par exemple, une obligation soutenable. En fait, soutenable, si vous voulez, c'est un mix de green et de social, c'est-à-dire que Cofinimo a émis un emprunt pour construire des nouveaux bâtiments de type green, donc avec une certification, et en même temps des bâtiments plutôt à vocation sociale, c'était de type des hôpitaux, des cliniques pour les gens plus caractère psychiatrique, enfin, je n'ai plus tous les détails en tête, mais voilà, c'était vraiment une combinaison des deux. Et donc, en investissant dans ce type d'obligation, en fait, vous avez le même risque de défaut, vous êtes exposé au risque de défaut de l'émetteur, mais par contre, vous avez en fait un rendement supplémentaire qui est un rendement, je veux dire, extra-financier, de fait de financer un projet green ou social. Quel est l'impact sur l'investisseur? En fait, est-ce qu'en tant qu'investisseur, je peux m'assurer que j'aurai le même type de rendement? Sur ce graphe, je compare en fait le yield moyen d'un ensemble d'obligations d'entreprise green par rapport à un ensemble d'obligations de type conventionnel, je dirais donc classique. Donc ce sont des obligations d'entreprise. Et aujourd'hui, le yield moyen, donc le rendement à maturité que je peux gagner, c'est sur du 5 ans en moyenne, il est de l'ordre de 0,19 pour les obligations green et 0,25 pour les obligations conventionnelles, donc très faible, mais la différence entre les deux, finalement, elle est de 5-6 points de base, ce qui est plus ou moins, en fait, entre guillemets, le manque à gagner que vous avez sur une obligation green. Attention, il y a des différences, en fait, sectorielles entre les deux indices, donc c'est pas exactement ça, c'est même un petit peu moins, on parle plutôt de 2-3 points de base. Et on le voit ici avec un autre exemple. Par exemple, l'Allemagne, en septembre, a émis simultanément 2 obligations, une classique, une green, pour diversifier ses sources de financement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, c'est que l'emprunt green vous offre, alors forcément c'est un taux très négatif, mais parce que c'est l'Allemagne, mais vous offre un rendement de 2-3 points de base en moins. Donc, pour résumer, ces obligations durables, je dirais que c'est vraiment une classe d'actifs qui se développe énormément, qui va continuer à se développer et qui est très intéressante pour les investisseurs. Vous avez donc un rendement supplémentaire par rapport au rendement financier, tout en ayant finalement un rendement qui est pratiquement équivalent. Juste dernier point que j'ai oublié de mentionner, c'est que pendant la crise, en fait, ces obligations n'ont pas vraiment protégé en plus. Comme je le disais, vous êtes exposé quand même au risque de défaut de l'émetteur, donc finalement le risque reste le même. En termes d'obligations high yield, donc plus risquées, là je serai plus court, je dirais, les primes de risque aujourd'hui sont, en dessous de la moyenne historique, donc assez cher, mine de rien. Après, l'environnement reste plutôt porteur avec énormément de liquidité dans le marché. Les risques de défaut sont tout à fait contrôlés. Je pense que ce n'est pas un point d'entrée aujourd'hui, mais ça fait sens d'en conserver dans son portefeuille. Et les obligations d'État des pays émergents en devise locale, là aussi c'est une thématique intéressante. En fait, le graphe de gauche vous montre 2 choses. Il vous montre l'évolution des indices, d'un indice des devises émergentes par rapport à l'évolution des prix des matières premières. Et en temps normal, on se serait attendu à ce que les devises émergentes augmentent un peu plus, suivent un peu l'évolution des prix des matières premières. Il y a beaucoup de pays qui sont exportateurs de matières premières et qui profitent a priori de ce mouvement, d'autant plus que le dollar est assez faible, ce qui est souvent assez porteur pour les devises émergentes. Donc, en cas de reprise de l'activité, on pense qu'il y a
voilà, il y a peut-être un rebond potentiel. Attention, il faut être très sélectif et généralement avoir un gestionnaire assez actif derrière pour monitorer son exposition. Et donc, c'est une classe active qui fait certainement sens aujourd'hui. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long sur la partie obligataire. Passe à la partie action. Alors, à court terme, on observe quand même pas mal d'optimisme sur les marchés actions. Il faut le reconnaître. Je prends ici un indice d'action mondiale et je regarde le pourcentage de sociétés qui cotent aujourd'hui au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Donc, je prends la moyenne des courses aux 200 jours, je regarde les sociétés qui cotent au-dessus et je prends le pourcentage dans l'indice. On est à plus de 90%. Donc, c'est quand même un indice, ça montre quand même une certaine forme d'optimisme sur le marché action. Je prends un autre indicateur de force de la tendance actuelle qui lui aussi est assez proche d'un niveau de surachat, notamment aux États-Unis. Donc, attention à court terme, le marché est peut-être un peu optimiste, après c'est déjà pas mal de bonnes nouvelles. Toutefois, quand on observe en fait les positionnements des investisseurs, on constate qu'il y a quand même encore beaucoup d'argent qui peut être alloué aux actions. En fait, si vous regardez les flux cumulés sur les fonds d'investissement depuis début 2017, vous observez qu'ils ont été majoritairement orientés vers le cash, vers des solutions de cash, des solutions obligataires, beaucoup moins vers les solutions actions. On voit un rattrapage dernièrement, mais sans doute que le mouvement peut encore continuer, d'autant plus que quand on regarde le cash, les placements en SICAV monétaire par les clients institutionnels américains, il est à un plus haut historique aujourd'hui. En termes de valorisation, c'est sûr qu'en absolu, les valorisations ne sont pas bon marché aujourd'hui. Vous trouvez ici l'évolution d'un indice prix sur bénéfice aux États-Unis. On est à plus de 20 fois les bénéfices. Ça peut sembler cher. Par contre, si on met en relation ce graphe par rapport au coût du capital, en fait, donc à un taux d'intérêt ici qui est le taux 10 ans, alors l'échelle est inversée, et c'est un taux qui est hors inflation, mais l'idée, ça montre que finalement, cette hausse des valorisations s'est faite sur base des baisses de taux, parce que qui dit action, en fait, une action, c'est quoi? Ce sont des cash flows, des bénéfices futurs qui sont actualisés à un taux qui dépend lui-même d'un taux d'intérêt. Donc, lorsque les taux d'intérêt sont faibles, mécaniquement, le prix des actions a tendance à augmenter. Donc, tant que les taux vont rester à des niveaux durablement faibles, en fait, il n'y a pas vraiment de raison que les valorisations bougent de trop. Ce qu'on peut en tout cas observer, et si on fait l'analogie avec 2008-2009, c'est que en sortie de crise de 2008-2009, on a vu en fait l'indice mondial. Ici, vous avez la performance d'un indice d'action mondiale roulant sur un an. Mais donc, ça, je veux dire, la performance qui s'améliore et qui passe en positif. Si on la décompose entre la hausse des valorisations et la révision des bénéfices, on comprend qu'en sortie de crise, en fait, c'est vraiment les valorisations déjà là qui avaient tiré à la hausse le marché action. Et puis, à mesure que la reprise se dessine, on observe en fait des revalorisations bénéficiaires qui vont permettre à l'indice mondial de continuer sa bonne prestation, là où de manière naturelle, en fait, les valorisations vont se réduire et, je veux dire, de nouveau se normaliser. Donc, on pense qu'on est dans un moment donné où les bénéfices doivent prendre le relais et on le voit, les estimations pour 2021 ont été largement revues à la baisse et pourraient prochainement de nouveau être revues à la hausse, surtout sur des secteurs qui sont particulièrement décotés aujourd'hui, le secteur financier, de l'énergie, etc. En termes de thématiques, on peut penser peut-être à investir davantage ou à favoriser des actions hors américaines. En tout cas, les indicateurs de confiance nous donnent souvent un signal intéressant que lorsqu'ils remontent, donc c'est la courbe noire, c'est un indicateur de confiance dans l'industrie, les actions hors américaines par rapport aux actions américaines ont tendance à un petit peu mieux faire. Donc pourquoi pas favoriser peut-être des zones comme les émergents, le Japon, l'Europe en partie aussi, qui sont des économies un peu plus, enfin en tout cas des marchés un peu plus cycliques. Et le message vaut également pour les small caps, les petites sociétés qui ont tendance à mieux faire que les larges caps dans les périodes de rebond cyclique de l'activité. Parce qu'il y a beaucoup plus d'industriels en fait dans la composition des indices des small caps. Au niveau des marchés, dans l'ensemble, en fait, ils restent quand même plutôt attractifs avec des primes de risque qui sont quand même toujours intéressantes, un peu moins sur les États-Unis.
Et au niveau du dollar, je dirais, on a vu, c'est vrai que 2020, le dollar s'est assez fort déprécié. On pense quand même que le mouvement reste baissier. En fait, c'est assez logique qu'il se soit déprécié. Les fondamentaux étaient assez négatifs pour le dollar à long terme. Parité de pouvoir d'achat, déficit budgétaire qui est quand même de plus en plus important. Alors, on est bien conscient que le dollar reste un actif refuge par excellence et que donc c'est pas surprenant qu'il fasse des pauses et que dernièrement il se réapprécie un peu et il fait tout à fait sens dans un portefeuille dans la mesure où si un risque devait être à revenir largement dans le marché, je pense que le dollar pourrait s'apprécier un petit peu, mais il faut garder en tête que l'image long terme reste plutôt baissière pour le dollar, même à ces niveaux. Donc la stratégie d'investissement, si on réconcilie tout ce qui a été dit, en fait on maintient une légère surpondération aux actions. Attention que ce qu'il va falloir vraiment observer, c'est la manière dont ces vaccins sont distribués et leur efficacité, mais on pense qu'un retour à la normale pour le deuxième semestre est tout à fait envisageable. Je dirais peut-être à court terme, attention, soyez quand même vigilants. Il y a peut-être un peu d'optimisme dans le marché, mais les banquiers centraux sont toujours bien présents et il est encore beaucoup trop tôt pour eux que de je veux dire, lâcher la prise. Au sein de la poche action, alors, bon, sachez que c'était nos comités d'investissement cette semaine. Donc, je dirais que par rapport à ce qui est écrit là, il y a quelques petits changements, mais donc, on favorise les actions américaines étant donné leur caractère résilient. Pour être honnête, on est plutôt en train de tendance à revenir à une normalité, enfin à une neutralité sur les actions américaines. Elles ont très bien performé, notamment avec la tech. On pense ici que revenir plutôt neutre aux actions américaines commence à faire davantage de sens. Au profit plutôt de l'Europe, on était déjà surpondéré. On va rester surpondéré. Peut-être davantage réduire la sous-pondération sur les pays émergents. Et peut-être revenir plutôt neutre aussi sur les pays émergents, qui profitent de l'expansion de la Chine et certainement que les actions asiatiques notamment ont pas mal de potentiel. Par ailleurs, donc à côté des actions émergentes, nous avons également de la dette émergente. Au sein des obligations, on aime assez bien, on essaye en tout cas d'être sélectif sur la dette d'entreprise. Les obligations d'État, on en garde, mais comme je le disais, vu le niveau des rendements, en fait, on cherche aussi d'autres actifs décorrélants, donc pas uniquement avoir des taux d'intérêt, mais pourquoi pas avoir un peu d'or structurellement dans le portefeuille, du franc suisse et du yen. Au niveau du dollar, on en conserve, mais vraiment pour des raisons de construction de portefeuille, parce qu'on pense qu'il peut encore baisser un petit peu. Et dernièrement, oui, toujours continuer à veiller à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance avant d'investir. Voilà. J'espère avoir été complet et avoir pu répondre à la majorité de vos questions. Merci Pierre. En tout cas, c'était clair et complet, je pense. Alors on a beaucoup de questions, mais qui tout autour du même thème, et c'est assez logique dans cette période de déversement monétaire. Elle tourne autour de l'inflation. Alors je les ai regroupées, mais je te les lis comme ça, tu peux t'en faire une synthèse. Donc la première, c'est est-ce que la fin du confinement risque d'entraîner une explosion de la consommation et entraîner une forte hausse de l'inflation? Ce scénario entraînerait-il une hausse des taux d'intérêt? Sur le même thème, comment éviter l'hyperinflation future liée à la création monétaire démesurée? Et alors peut-être une demande plus particulière sur la hausse des prix qui n'est pas encore présente dans l'inflation, mais en tout cas un ressentiment de la hausse des prix, aucune indication d'une reprise de l'inflation aujourd'hui, mais tout le monde constate une augmentation des prix un peu partout. Qu'en pensez-vous? Voilà, sur ce point de l'inflation. Merci Marc, très bonne question. Oui. L'inflation est un sujet compliqué. En fait, quand on regarde le FUS, je pense que c'est un bon exemple. La Banque centrale américaine, sur la dernière décennie, je pense que pratiquement chaque année, elle avait fait des prévisions d'inflation beaucoup trop importantes. Et à chaque fois, elle a dû revoir corriger son tir. Et en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que
elle s'est d'autant plus tellement trompée dans le passé qu'elle va tout faire pour arriver à une inflation structurellement au-dessus de zéro, au-dessus par contre de 2%, et de pouvoir la maintenir quelques temps à ce niveau-là. Donc certainement que s'il y a un risque d'inflation, il est plutôt à la hausse qu'à la baisse, ça semble assez évident. Pour le marché s'attend à 2% d'inflation aux États-Unis en 2021, à 1% en Europe. Donc c'est vrai que la question de la consommation, enfin en tout cas de l'utilisation de cette épargne qui s'est créée, pouvant amener plus d'inflation, il est tout à fait possible. Mais comme je le disais dans l'exposé, je pense qu'il y a encore trop d'excès de capacité dans l'industrie à court terme pour vraiment avoir une inflation qui dérape prochainement. Donc je pense qu'on a quand même encore un petit peu de temps. À mon avis, la reprise va peut-être pas être linéaire non plus. Bon, il y a quand même typiquement les banques qui vont voir leur créance douteuse augmenter, donc peut-être ralentir un peu le crédit. En fait, ce qui est surtout très important, ce sera ça qu'il faudra surveiller, c'est la vitesse à laquelle l'argent circule dans l'économie, c'est-à-dire en termes techniques, c'est la vélocité de la monnaie. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est toujours très bas. Et ça, c'est un indicateur qu'on regarde et qui sera certainement à surveiller. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut en tout cas avoir des actifs qui protègent de l'inflation. Et je pense que dans ce cadre-là, l'or, par exemple, a son utilité, et notamment des obligations indexées à l'inflation également, auxquelles je n'ai pas vraiment parlé, mais qui peuvent faire sens aussi. Et peut-être un dernier point, c'est vrai que structurellement l'inflation en Europe est plus faible qu'aux États-Unis. Bon, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons en fait est que tout simplement le panier qu'on regarde pour calculer l'indice d'inflation en Europe est différent de celui aux États-Unis. Il y a en fait la composante notamment de la croissance des loyers aux États-Unis sur l'immobilier est beaucoup plus importante, et donc en fait comparer un indice à l'autre finalement c'est pas toujours très très correct parce qu'il y a des différences dans le panier qui induisent des chiffres différents. Mais oui, voilà, on surveille en tout cas très fort, et c'est sûr que s'il y a un risque d'inflation, il est plutôt à la hausse. Je suis assez d'accord. D'accord, donc risque d'inflation à la hausse, pas à très court terme, mais dans un futur plus ou moins éloigné, il faudra être vigilant. Une question liée plutôt aux conséquences, tu en as parlé un peu dans la sphère des valorisations. Donc optimisme ou bulle, point d'interrogation. Va-t-on vers une modification des critères habituels de valorisation ou avec une faible inflation, payer 15 ou 20 fois les bénéfices va devenir un nouveau standard? C'est sûr que dans le contexte de taux bas et d'inflation qui est contrôlé, je pense que c'est l'environnement parfait pour que les valorisations restent à ce niveau-ci. Moi, je reste un investisseur fondamental. Je pense qu'il faut toujours quand même regarder les valorisations, et l'exemple de Tesla me confirme que 1300 fois les bénéfices, je pense qu'il y a quand même une limite à payer pour un stock, pour un equity, pardon, mais disons que ce qui peut arriver tout de même, c'est que des secteurs matraqués, comme on l'a vu, comme l'énergie, la finance, les matières premières, tôt ou tard, la décote est tellement élevée qu'il y a quand même, alors je dis pas que c'est structurel, hein, ça peut être vraiment des rebonds temporaires, mais quand même, on intègre quand même in fine une décote qui permet de voir ces secteurs rallier un peu plus, et on le voit depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui performe bien pour l'instant en période de reprise? C'est l'énergie, plus de 13% de performance sur l'indice de l'énergie, là où la technologie finalement ne fait rien, voire est même un peu en négatif. Pareil pour tout ce qui est consommation, style les Nestlé, les Unilever, elles baissent un petit peu depuis le début de l'année parce qu'à un moment donné les ratios, les valorisations ont atteint quand même des niveaux assez élevé. Donc voilà, je pense ça démontre l'intérêt de rester très diversifié et de ne pas être uniquement exposé à un style de valeur. D'accord. Alors je sais très bien que tu n'as pas de boule de cristal et que le très court terme est toujours assez compliqué à évaluer, mais question très concrète, dans le très court terme, attendez-vous une correction sur les marchés? Oui, ça, si je le savais, oui, je me devais de la poser. Mais oui, et c'est une bonne question, et je pense que en fait, c'est des effets d'annonce aussi. En fait, il faut regarder toujours ce qui est anticipé par le marché. Et c'est vrai que, je veux dire, la place qu'il y a pour des surprises positives aujourd'hui, elle est quand même assez limitée parce que le marché a anticipé donc
tous ses plans de relance. Il a anticipé la baisse du risque politique, la vaccination qui se passe quand même plutôt bien. Donc c'est vrai qu'à court terme, une mauvaise nouvelle sur l'efficacité des vaccins sur un des variants, bam, effectivement, pourrait amener une petite correction. Donc, je pense que c'est pas, il faut rester investisseur long terme et accepter cette volatilité. C'est ce qu'on a fait et je pense que ça continue bien de payer. Mais c'est très possible qu'il y ait une petite correction à court terme. D'accord. Alors, j'ai encore une question pour toi, mais avant, je vais répondre à une question qui touche qui est une récurrente, qui touche la taxe sur les comptes titres. À ce stade-ci, au niveau de la banque, en tout cas, nous n'avons pas encore finalisé, je dirais, les derniers points, étant donné que les textes ne sont pas encore votés. Je dirais le parcours parlementaire n'a pas encore abouti. On s'attend à ce que ce soit probablement voté courant du mois de février et on ne manquera pas de revenir à ce moment-là avec toutes les modalités, y compris aussi de voir les fameuses problématiques liées au cash sur les comptes titres. Mais à ce stade-ci, rien n'est encore fixé et tout le monde y travaille. Voilà, donc on vous reviendra dès que les choses sont clarifiées au niveau fédéral. Je reviens donc avec encore une question. Tu en as parlé tout à l'heure quand tu parlais des actifs décorrélants dans les portefeuilles. Tu as parlé de l'or. Quelle est en réalité notre vision sur l'or et sur sa valorisation actuelle? Merci pour la question, Marc. La valorisation de l'or, c'est compliqué parce qu'un actif qui ne donne pas de revenus est difficile à valoriser. En fait, ce qu'on pense, c'est que, c'est sûr que l'or a gagné, comme je disais, 15% en 2020, donc qui consolide un petit peu ici, c'est assez logique. Disons que dans le cadre d'une construction de portefeuille, comme on l'a vu, donc on recherche d'autres actifs décorrélants par rapport aux obligations qui ne rapportent plus grand-chose et qui nous exposent à un risque de hausse de taux. Donc l'or fait tout à fait sens comme actif supplémentaire décorrélant. Il faut savoir qu'il y a quand même des événements structurellement positifs sur l'or. Surtout les banques centrales dans le monde qui cherchent un peu à se diversifier, à ne pas être uniquement exposées au dollar, notamment quand on voit ce que fait l'administration Biden et à faire exploser le déficit, qui est quand même pas une bonne chose pour le dollar, et donc à diversifier ses positions, notamment avec de l'or. Donc ça, c'est quand même un acheteur qui est structurellement présent, en tout cas depuis 2 ans. Et puis, on ne peut jamais éliminer des petites corrections de marché. Et je pense que si le risque revenait à se représenter dans le marché, l'or restera un bon actif dans ce cadre-là. Et puis, comme je le disais, un scénario d'inflation non plus n'est pas à exclure, pas tout de suite, mais avec la Fed qui va laisser un peu déraper l'inflation peut-être, je pense que l'or a tout à fait son sens. Donc, pour plusieurs raisons, garder de l'or structurellement dans son portefeuille, selon moi, est une bonne chose à faire. Ok. En ce qui me concerne, je pense qu'on a fait le tour de la majorité des questions. Il y a une ou deux petites questions qui sont parfois des questions plus spécifiques ou sur des instruments financiers. Nous ne pouvons pas y répondre dans ce genre de conférence, mais nous passons les messages et vos chargés de relations reviendront vers vous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin d'après-midi et un très beau week-end. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour le déjeuner financier du mois de février. Voilà, à très bientôt. Au revoir.